Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'introduction à la blockchain destinée à toutes et à tous, tech ou non tech. Cela va être à la fois très vulgarisé et concret. A tout de suite. Le plan de cette vidéo est très simple. Premièrement, nous parcourrons les caractéristiques d'une blockchain. Ensuite, nous parlerons de l'analogie du grand livre afin de pouvoir vulgariser vraiment un maximum la blockchain. Et pour terminer, une vision concrète avec une petite démonstration à la clé. Alors, concrètement, c'est quoi une blockchain? Concrètement, c'est une technologie de stockage d'informations. Comme vous pouvez choisir de stocker votre plus belle photo de vacances sur un disque dur, sur une clé USB ou encore sur une base de données MySQL, NoSQL pour les plus techniques. Alors oui, c'est totalement contre-indiqué, mais c'est pour l'exemple. Et vous pouvez stocker également des données sur une blockchain. Finalement, la blockchain, c'est comme un gros conteneur mémoire qui, de par sa nature particulière, peut être copié et distribué à un nombre illimité d'autres personnes. Chose que vous ne feriez jamais avec votre disque dur ou une base de données. Alors, caractéristiques d'une blockchain. Avec sa structure des plus originales, la blockchain est capable d'offrir l'immutabilité des données, la transparence des données, immutabilité plus transparence égale auditabilité, yes, et évidemment une sécurité grâce à la cryptographie. Et c'est pour ces caractéristiques qu'elle peut être partagée. Personne ne pourra modifier les données qu'elle contient. Les données sont alors inviolables et la confiance est créée. Cette confiance, c'est l'atout principal de la blockchain. Si vous n'avez pas besoin d'un niveau de confiance élevé, eh bien alors vous n'avez clairement pas besoin d'une blockchain. Exemple, si vous voulez développer une application de messagerie tout public avec un backup dans le cloud, on s'en fiche pas mal de l'historique de conversation. Le niveau de sécurité d'une base de données centralisée est alors déjà assez important. Et de toute façon, où est l'intérêt de hacker le serveur pour changer vos messages? Il n'y en a pas. Maintenant, si vous voulez stocker les votes d'un pays, là, la blockchain révolutionne tout. Pour essayer d'expliquer le plus simplement possible la blockchain, je vous propose une analogie, celle du grand livre. Imaginez un grand livre dans lequel on écrit au bic. Une page est un bloc. Une ligne écrite sur la page correspond à une donnée. La reliure de ce livre est finalement le lien entre toutes les pages et assure un historique imperturbable. En effet, vous ne pouvez pas venir coller, pouf, comme ça, une page au plein milieu de votre livre sans que cela ne se fasse remarquer par d'autres personnes. Et voilà, on a une blockchain. Vous pouvez maintenant faire des copies de ce cahier et le distribuer à vos amis. Chaque nouvelle ligne écrite est propagée dans le réseau et recopiée par tous. Comme lorsque l'institutrice vous dicte le journal de classe, tout le monde recopie la même chose dans son propre cahier. Si vous êtes en retard, vous pouvez recopier sur le cahier de votre voisin. L'information se propage de pair à pair. On a donc tous le même contenu dans son livre à la fin de l'année. Mais regardons maintenant comment cela fonctionne concrètement et comment la confiance est créée. Alors, petit disclaimer, je vous préviens, le niveau d'abstraction et de vulgarisation sont assez élevés. Donc on parle vraiment ici des gros concepts pour bien comprendre l'intérêt global, mais on ne va pas rentrer dans des détails. Et sachez qu'en réalité, ça fonctionne un petit peu différemment. Premier point très important, avant de rentrer dans le vif du sujet, la fonction de hachage. C'est un élément fondamental de notre blockchain qui permet l'utilisation de hash. Résultat de la fonction de hachage. Mais qu'est-ce qu'une fonction de hachage ? Après cette question, promis, on plonge dans la blockchain. En fait, c'est simple. Il s'agit d'une grosse moulinette, rien de plus. Une fonction de hachage est une fonction cryptographique qui va prendre en entrée une donnée, la passer dans une moulinette et retourner en sortie une empreinte unique, étroitement liée à cette donnée fournie en entrée. Son fonctionnement est unidirectionnel. À partir de la donnée, on obtient un hash, mais on ne peut pas retrouver la donnée en partant de son hash. C'est exactement le même mode de fonctionnement qu'une moulinette, comme cité plus haut. Prenons alors l'exemple d'une vraie moulinette avec un morceau de viande. Si on part du principe qu'il est toujours inséré dans le même sens, un morceau de viande X va me donner un certain haché. Si j'utilise un autre morceau de viande, je vais obtenir un haché différent. Et une fois que j'ai obtenu mon haché, je ne peux pas retourner en arrière pour retrouver mon morceau de viande. Ce n'est rien de plus compliqué.
On va maintenant hacher quelque chose de plus informatique, hein. Par exemple, une chaîne de caractères, mon prénom Thomas. Voici donc le hash que l'on obtient avec Thomas. D'accord, je vais maintenant retirer le S. Ok, vous voyez que si on change une lettre, l'empreinte change complètement. Sachez aussi que forcément c'est collision free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux entrées qui possèdent la même empreinte. Ok, c'est bon, allez, maintenant vous savez ce qu'est une fonction de hachage, on rentre dans la composition d'une blockchain. On y est enfin. Ouf. Alors, prenons l'exemple d'un réseau avec 3 acteurs, 3 paires. Chaque personne, chaque paire, possède le même contenu dans sa blockchain, c'est-à-dire du vide pour le moment. On a donc un bloc, qui est notre page. De quoi est constitué notre bloc? Eh bien, tout d'abord d'un numéro. Facile, hein, comme le numéro de la page. D'un nonce, on en parlera plus tard. D'un espace pour stocker des données. C'est ici que l'on écrit les lignes de notre livre, hein, notre contenu finalement. Un champ qui contient le hash de la page précédente, donc de la page du bloc évidemment. Et ce champ hash précédent, c'est finalement la reliure de notre livre. Il assure un lien de chaînage entre les différents blocs. Et pour terminer, le hash de notre bloc qui est généré à partir des données citées juste au-dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre le numéro de la page, le nonce, les datas, donc voilà les différentes lignes que l'on a écrites, les transactions, que sais-je, tout et n'importe quoi, plus le hash du bloc précédent, on mixe tout ça dans la moulinette et on obtient en sortie le hash du bloc. Ok, donc on va vraiment prendre tous ces ingrédients, on les passe dans la moulinette, on obtient l'empreinte. Mais revenons au nonce. Vous n'avez rien remarqué de particulier dans le hash? Ils commencent tous par 0, 0, 0, 0. 4 0. Ce qui est statistiquement très peu probable d'obtenir. Il est en fait le résultat du consensus utilisé dans notre blockchain de démonstration. Celui-ci a un rôle déterminant dans la validation de notre bloc. Regardez, si je modifie quelque chose, je perds mes zéros, le bloc devient rouge, je remets tout comme avant, j'ai mes 4 zéros et il redevient vert. Alors là, je pense que je vous ai perdu. Je vais donc vous expliquer ce qu'est un consensus. Et ici, plus précisément, le consensus de preuve de travail, de proof of work. Alors, l'auteur de cette démo blockchain a choisi d'utiliser le proof of work, ou la preuve de travail en français, comme consensus. Alors, c'est un consensus parmi tant d'autres, mais il est en fait très simple à comprendre. Comme son nom l'indique, il va demander de travailler, de suer. Il part du principe que si l'on doit faire 50 pompes avant d'insulter quelqu'un, le nombre d'insultes émises par an risque de fameusement diminuer. Et donc, s'il était si facile d'écrire dans la blockchain, on aurait droit à plein d'attaques gratuites juste pour troller. Pour prouver notre investissement et nos bonnes intentions, le Proof of Work nous impose de transpirer et dépenser beaucoup d'énergie pour signer un bloc. Et comment pouvons-nous dépenser une grosse quantité d'énergie ici? Eh bien, en imposant comme règle, comme consensus, que pour valider un bloc, on doit trouver un nonce qui permettra d'obtenir un hash commençant par 4 zéros. Regardez à quel point cette dépense est inutile et lourde. Je vais donc, voilà, une fois que j'ai mes données dans mon bloc, essayer plein de nombres différents jusqu'à obtenir mes 4 zéros en début de hash. Vous commencez à comprendre pourquoi le Bitcoin consomme tant d'énergie. Finalement, je finis par trouver mes 4 zéros en exécutant un script qui va essayer pour moi toutes les combinaisons possibles jusqu'à la résolution. C'est bon, on a nos 4 zéros. On a donc tout ici. La page, les lignes, la reliure, le consensus. Ou le consensus, on va parler français. Quel beau système. Essayons donc maintenant de le détruire. On va changer les données d'un bloc et faire croire que l'on m'a fait un virement de 100 000 euros, ou Bitcoin, ou je ne sais pas ce que vous voulez, dans le premier bloc. Pour cela, j'introduis une transaction frauduleuse dans le contenu de mon premier bloc. Et surprise, mais pas tant que ça, le bloc modifié ainsi que tous les autres de la chaîne deviennent rouges. Et en fait, c'est normal, en modifiant le contenu du bloc, le hash a changé. Et forcément, il n'a plus ces 4 zéros. Le bloc n'est donc plus considéré comme signé, comme valide. Il faut donc recommencer à trouver le bon nonce pour signer le bloc. Allez, ça va nous coûter beaucoup d'énergie, mais let's go. C'est parti,
et 2, et 3. C'est bon, le bloc devient vert. Yes! Mais pas le reste. Eh ben ouais, fieu. Le hash de ton bloc 1 a changé. Il a donc aussi changé le hash précédent contenu dans le bloc 2. Ce qui a de nouveau fait sauter les 4 zéros en début de hash. Seule solution, recommencer la signature. Et vous l'aurez compris, il faudra faire cette opération pour tous les blocs jusqu'au dernier. Bon, toute la chaîne est verte. Ça nous a demandé énormément d'électricité. On est ruiné, on n'a plus de thunes. Oui, beaucoup d'électricité, beaucoup d'argent. Mais nous y sommes. L'argent gagné remboursera finalement les dépenses, vous me direz. Eh ben non, c'est encore loupé. Mais qu'est-ce qui cloche cette fois? Ma blockchain est verte. Eh ouais, mais nous ne sommes pas seuls. Regardez un peu le hash de notre dernier bloc et comparez-le avec celui des autres chaînes. Enfin, des chaînes des autres pairs, quoi. Julien, le pair B, possède le même hash qu'Amandine, la paire C. Et le nôtre est différent. 2 contre 1, ils vont donc se retourner contre moi en m'accusant d'avoir modifié la vérité. Et je ne peux pas nier, car tout est public. C'est donc fabuleux. Grâce à notre chaînage, il suffit de regarder une seule valeur, c'est-à-dire le dernier hash, pour savoir qu'une blockchain a été corrompue. Il reste alors une solution ultime, l'attaque des 51%. Mais on en parlera plus précisément dans un article futur. Retenez juste que cela consiste à réaliser ce que l'on a fait précédemment, mais cette fois en répétant l'étape sur autant de paires qu'il faudra pour implanter cette nouvelle vérité sur au moins 51% du réseau. Imaginez le défi, le challenge, en pensant au nombre d'ordinateurs connectés sur le réseau Bitcoin. Cela demanderait des ressources folles, minimum 9 milliards d'après gobitcoin.io. Et malgré les coûts aussi élevés, il n'y a aucune garantie. L'échec est donc envisageable. Et surtout, si la manipulation fonctionne, cela va se voir partout et aura pour effet de faire chuter la valeur de la monnaie, dans le cadre du Bitcoin par exemple, simplement parce que le réseau n'aura plus confiance. Et la valeur d'une monnaie se base sur la confiance. Tout l'argent alors volé lors d'une attaque ne vaudrait alors plus rien. Bon, évidemment, on pourrait avoir d'autres systèmes de blockchain où là, je sais pas, ce serait par exemple des votes qui seraient modifiés, mais là encore une fois, tout le monde verrait qu'il y a eu un problème et réclamerait un nouveau scrutin. La problématique reste malgré tout intéressante et inquiétante. C'est pour cela que de nouveaux consensus ont été depuis inventés, afin de ne plus permettre ces attaques. On récapitule ? La blockchain est un système de stockage décentralisable qui offre, de par sa conception, l'immutabilité, la transparence, l'auditabilité, la sécurité et la constante disponibilité des données. C'est-à-dire que quand la blockchain est décentralisée sur le réseau et qu'un nœud tombe, donc un ordinateur là, qui contient la blockchain, eh bien on peut toujours y accéder en se connectant simplement sur un autre nœud, sur un autre ordinateur. Cela nous permet d'obtenir une source de données inviolable, une vérité certaine et unique, en laquelle on peut avoir confiance car elle est transparente et toujours accessible. Je le répète, cet article est une introduction très vulgarisée, dans laquelle j'ai zappé énormément d'éléments importants, j'ai même peut-être fait des raccourcis un peu maladroits, mais l'on descendra dans les couches dans de prochaines vidéos, articles, et l'essentiel est que vous ayez compris le principe de base. Et le Bitcoin dans tout ça? C'est en fait un premier POC, donc un Proof of Concept, mondial qui a prouvé que la blockchain fonctionnait. Mais évidemment, on peut faire plein d'autres choses avec la blockchain, comme par exemple le premier système de vote électronique en lequel on peut avoir réellement confiance et qui, finalement, redonnerait le pouvoir à tous. C'était Thomas, j'espère que la vidéo vous a plu. Passez une excellente journée, soirée, week-end, ce que vous voulez. Bye bye!